Et donc aujourd'hui, comment est-ce qu'on gère notre réputation avec tous les réseaux sociaux? Alors ça m'a permis de regarder ce que je vois tous les jours, c'est qu'on voit des personnes qui disent « Oh non, c'est sur mon Facebook, c'est mon Facebook personnel, c'est pas privé, c'est privé. » Aujourd'hui, avant même qu'on aille, si vous cherchez que vous cherchez un boulot, un poste, que vous cherchez un rendez-vous, un simple rendez-vous avec quelqu'un, que vous cherchiez à déposer un dossier dans les institutions sérieuses, maintenant on regarde ce qu'on appelle votre digital footprint, c'est-à-dire on regarde quelle est votre trace digitale, qu'est-ce que vous dites sur l'espace public. Et donc, même si c'est dans le cadre privé, ça donne une note d'indication sur qui vous êtes. Et c'est là où le personal branding devient intéressant. Il y a des gens, c'est beaucoup plus anglo-saxon, tout ce qu'ils postent, que ce soit privé ou public, c'est toujours dans un objectif spécifique de se mettre en valeur sous la meilleure lumière. Et je pense que dans notre région, et particulièrement je parlerai du Sénégal, on n'a pas encore beaucoup cette notion. Je vois beaucoup de choses où les gens se disent que c'est dans l'instant T, et je me dis qu'ils ne se disent pas que, vous voyez bien aux États-Unis, on peut remonter 10 ans après. Vous êtes aujourd'hui peut-être dans un espace, vous êtes militante, activiste, vous ne pensez pas que vous êtes intéressé par la politique, et puis un jour, 10 ans après, vous êtes dans un autre état d'esprit et vous voulez lancer en politique, et on revient vous voir sur ce que vous avez dit il y a 10 ans. Donc voilà un peu pourquoi il est important d'introduire cette notion. Et c'est important de l'introduire même pour les femmes en milieu associatif. Et c'est pour ça que j'ai tenu à avoir Madame Mbaké qui travaille, qui est la présidente du réseau du REPDEN, parce que je pense que c'est aussi important de briser et démystifier cette notion que le digital, c'est pour les intellectuels, c'est pour les gens qui sont calés, formés avec l'Internet. Mais je pense aussi que justement, là où le bas blesse encore plus, c'est quand on introduit WhatsApp, Facebook dans des régions reculées, parce que tout le monde l'utilise en ville et qu'on a beaucoup de personnes qui utilisent aujourd'hui les réseaux sociaux sans vraiment mesurer l'impact que ça peut avoir dans leur environnement. Je vais m'arrêter sur ce point-là, c'était juste un peu pour vous donner peut-être une mise en bouche pour dire que je n'ai pas voulu avoir un format masterclass parce que ce n'était pas l'objectif, mais je voulais juste sensibiliser sur cette question parce que je sais que nous sommes imprégnés de la culture numérique dans nos vies tous les jours, et c'est pour ça que je vais faire la transition vers vous pour dire qu'est-ce que vous pensez de ce que je viens de dire? Est-ce que ça vous dit quelque chose par rapport à ce que vous faites? Peut-être en commençant un tout petit peu avec votre expérience de terrain, avec votre expérience en tant que femme leader, et puis votre expérience en tant que sénégalaise ou marocaine, et peut-être faire le lien, la passerelle avec justement cette question de communication numérique en tant que chef d'entreprise. Ce manque d'information et de communication entre, si j'ose m'exprimer ainsi, le milieu urbain et le milieu rural, je pense qu'il faut briser cette barrière. J'en sais quelque chose parce que quand vous allez en milieu rural, elles sont tellement intelligentes, elles font tellement de belles choses, beaucoup de choses intéressantes, mais qui se limitent à elles, dans leur propre environnement. Alors qu'on aurait pu en bénéficier, en profiter, comme nous le faisons entre nous, à travers le WhatsApp, à travers beaucoup de techniques de communication. On règle des problèmes rapidement. Et ce n'est pas le cas avec nos sœurs en milieu rural. Donc nous adhérons parfaitement à cette approche et nous allons essayer de voir comment vraiment tirer profit de cela et vous dire quelles sont nos perspectives par rapport à cela. Parce que quand on est dans l'entrepreneuriat, on fait de la production. Quand on fait de la production, c'est pour pouvoir l'écouler. Quand on l'écoule, c'est pour pouvoir gagner au moins de la richesse et améliorer nos conditions de vie. Mais quand ça ne se passe pas, c'est difficile. C'est pour ça que nous sommes là avec tous mes collègues, mes soeurs, mes amis de REPDEN. On est un réseau pas spécialement créé pour les intellectuels. C'est les intellectuels, ceux qui pensent qu'ils savent tout, qu'ils ont la connaissance, que ce sont eux qui doivent diriger. Alors que c'est... Vous entendez les intellectuels. Tout à fait. Donc, moi, je suis pas de... mais c'est bien d'être intellectuel, mais il faut savoir partager. Dans le REPDEN, c'est vraiment des expertises très diversifiées. C'est également un niveau de standing également diversifié pour nous permettre d'apprendre les uns des autres et pouvoir atteindre nos objectifs. Voilà un peu sans maîtriser la parole. Peut-être tout à l'heure,
On va présenter le REPDEN, qu'est-ce qu'on est en train de faire, pourquoi on a créé le REPDEN. Ça, c'est important. Et quelles sont nos limites? Comme vous l'avez dit, défis et enjeux. Quels sont les défis et enjeux auxquels sont confrontées les femmes? Comment les surmonter? Et quelles sont nos perspectives? Tout à l'heure, on va en discuter. Et puis, bien sûr, à la fin de ces rencontres, on aimerait en tout cas créer des partenariats pour partager ce que nous sommes en train de faire et bénéficier des autres. Juste rapidement avant de vous laisser le micro. En général, lorsqu'on dit Madame Digitale, ou bien quand on parle de numérique, d'inclusion numérique, on ne pense pas à la femme rurale. Vous avez dirigé un gros programme financé par la Banque islamique de développement, la BAD aussi, je crois, la Banque africaine de développement, le PALAM, sur tout le territoire national. Vous avez vu, vous faites de l'apprentissage de métier. Aujourd'hui, vous avez dit que les intellectuels aussi ne partagent pas, mais comment hisser la femme rurale? Comment la hisser, justement, la sortir? C'est une grosse question, je ne vais pas la faire trop générale. Je veux dire, quand je dis Madame Digitale, est-ce que ça vous parle? Est-ce que quand vous entendez le mot digital, vous dites, ça m'intéresse, je vais aller à cette conférence parce que ça parle du numérique? Bon, quand on dit digital, même nous, on se pose des questions. Ça parle de quoi? Quel est le contenu de tout ça? Mais après avoir discuté avec vous, après vous avoir côtoyé, j'ai dit, nous sommes très intéressés. Parce que c'est ça la finalité aujourd'hui. Comme vous l'avez dit, depuis 1992, j'ai commencé à accompagner les femmes en milieu rural, en pilotant des projets pour la promotion de la femme avec l'appui de la Banque africaine de développement, avec le Fonds nordique de développement, et dans des zones très reculées, au fin fond du Sénégal. Vous allez à Fongolemi, à Dimboli, à Sénédébou, etc. C'est vraiment le Sénégal des profondeurs. Et c'est quoi? C'est apporter l'information. Parce que ces femmes-là, il y a une barrière entre elles et l'information. Et l'information, c'est capital. Si on n'a pas l'information, on ne peut pas changer de mode, de façon de faire. On ne peut pas s'améliorer. Donc c'est un premier élément. Après l'information, je pense qu'il faut être sensible à la nouvelle technologie qui est là et qu'on ne connaît pas, qu'on ne comprend pas. Donc c'est important. L'autre aspect également, je suis en train de rentrer dans la réflexion pour tout à l'heure, mais je dis, nous, ce qui nous a amené à créer ce réseau, c'est qu'on s'est dit, on parle souvent de promotion de la femme, pour aller vers l'entrepreneuriat. Mais la femme, elle est déjà entrepreneur. Parce que quand vous la regardez au sein de la famille, c'est l'épine dorsale de la famille. On lui a donné des rôles et responsabilités au plan culturel et social. On lui dit, d'autant plus qu'elle est mère, elle est sœur, elle est épouse. Non, mais elle n'est pas rémunérée. Je ne veux même pas commencer cette discussion. Je ne veux pas. Ça vous m'emmener ailleurs. Donc, elle n'est pas rémunérée. Ça, c'est un autre débat. On le sait, mais on veut justement. On ne veut pas parler du travail qu'elle fait à la maison. Non, mais c'est important. C'est important parce que ce travail la forge déjà à être entrepreneur. La cellule familiale, c'est une petite entreprise. C'est elle qui est le manager de la maison. Elle fait les travaux domestiques. Elle s'occupe de la santé. Je donnerai la parole aux hommes qui vont vous dire si elles pensent que leurs épouses sont les managers. C'est la réalité. Oui. Elle s'occupe de l'éducation, de la santé. Même quand il y a de petits problèmes, elle est là en tant que négociateur pour ramener l'ordre et la paix dans la famille. C'est vrai. Donc c'est elle qui gère. L'homme contribue au développement. Mais la gestion de la famille, c'est la femme. C'est l'épine dorsale. Donc elle est en train de gérer une petite entreprise. Ouais. Ce qui la différencie de l'entreprise en dehors, gérée par l'homme, c'est parce qu'il y a des défis qui sont là. Elle est à l'intérieur, elle n'est pas sortie. Je le disais tout à l'heure, il lui manque l'information. Il faut qu'elle aille chercher l'information. Ce qu'elle est en train de faire, elle connaît, mais elle n'a pas les compétences requises, parce qu'elle n'a pas été à l'école pour l'apprendre. Elle l'a appris sur le tas, par l'expérience, avec ses parents, etc. Maintenant, pour être très compétente et compétitive, il faudrait qu'elle aille se former. D'accord, je vais vous En fait, l'histoire que je peux avoir avec le personal branding, c'est comme celle de beaucoup de personnes de mon âge, c'est qu'on m'a formée pour être une bonne technicienne. On m'a appris qu'il fallait, pour réussir, il fallait apprendre beaucoup et travailler dur. Et que ça viendrait avec des récompenses intrinsèques. Que tout le monde saurait reconnaître les compétences en question et qu'on viendrait me chercher au fond de mon bureau pour m'offrir de nouveaux projets, de nouvelles promotions.
Et j'ai appris sur le tas, en travaillant, que ça ne venait pas nécessairement de la sorte. Que les meilleurs projets, les meilleures promotions, les challenges intéressants allaient vers les personnes qui, non seulement avaient des compétences techniques, mais étaient à même de mettre en mots ce qu'ils font, mettre en avant leurs compétences, leurs passions, pouvoir partager avec les autres leurs ambitions pour eux, leurs ambitions pour l'entreprise, et que ça les aidait énormément pour être reconnus comme étant des experts, comme étant reconnus comme des personnes avec une valeur ajoutée plus immédiate. Et donc quand j'ai créé mon entreprise, c'est quelque chose sur lequel je me suis efforcée de m'améliorer, parce que je savais que maintenant, avec cette nouvelles identités-là, je ne pouvais pas laisser la responsabilité aux autres de pouvoir reconnaître mes compétences et venir me chercher au fin fond de mon bureau. Que c'était ma responsabilité de mettre en avant pourquoi je faisais ce que je faisais, qu'est-ce qui était important pour moi. Et depuis, je m'efforce avec la jeunesse marocaine, j'espère avoir l'occasion de le faire avec la jeunesse sénégalaise aussi, mais c'est de les aider à pouvoir définir un objectif, apprendre comment le mettre en avant, comment le mettre en mots simplement, et lutter contre ces a priori-là, que le fait d'en parler, et c'est se la péter, avoir la grosse tête, et que c'est forcément quelque chose de négatif. Au contraire, c'est le meilleur moyen pour permettre aux autres de nous connaître, pas uniquement sur on est bon en Excel, on a la meilleure note en maths, mais le fait aussi qu'on est bon argumentaire, qu'on s'intéresse à la position de la femme, qu'on voudrait aider le milieu rural, et ces compétences-là et ces aspects-là complètent notre profil, qu'il n'y a pas que la compétence technique.